Bienvenue sur la panafricaine Média. C'est avec toujours le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. L'intelligence artificielle est une technologie qui a le potentiel de transformer de nombreux secteurs d'activité. L'IA peut être définie comme un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Ces technologies peuvent ainsi avoir un impact transformateur pour les pays africains, en ce sens qu'elles peuvent contribuer à accélérer la croissance économique, développer un meilleur système de santé, constituer un catalyseur pour l'éducation et l'emploi, entre autres. Mais le niveau relativement bas de l'accès à Internet et la question des données semblent constituer des limites au développement du plein potentiel de l'IA. Quelles opportunités de l'intelligence artificielle, quelles opportunités l'intelligence artificielle pourrait apporter à ces pays africains? Comment l'IA pourrait également contribuer à une meilleure efficacité dans l'action publique? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons également de données personnelles, le nom, l'adresse, l'email, la photo, l'enregistrement vocal, l'ADN, le mot de passe, l'adresse IP, entre autres, peuvent constituer des exemples de données personnelles. Une donnée personnelle peut être définie comme toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable. Aujourd'hui, les utilisateurs d'Internet diffusent de façon volontaire ou non des données à caractère personnel, d'où l'importance pour les États de se doter d'organes de protection de ces données-là, ce qui passe par l'adoption de textes législatifs et réglementaires allant dans le sens de la mise sur pied d'organes forts pour protéger les données personnelles de leurs concitoyens à l'ère d'Internet. Comment ces États peuvent assurer la protection plus efficace de ces données personnelles? Comment aujourd'hui les États africains pourraient allier développement technologique et souveraineté numérique? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Pape Fall, je rappelle que vous êtes spécialiste en intelligence artificielle et Big Data. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et plaisir partagé en face de vous, M. Gérard Dacosta. Vous êtes ingénieur en cybersécurité, IT trainer et IT consultant. Merci également d'être là avec nous et un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est un plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Et je vous en prie, je reviens à vous, Pape. Quelle lecture aujourd'hui vous faites de ce développement fulgurant aujourd'hui de l'intelligence artificielle et même sur aujourd'hui le continent africain? Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez bien défini ce qu'est l'intelligence artificielle dans votre introduction. Je voulais juste peut-être démarrer par ce qui secoue actuellement donc l'actualité. Comme on en avait parlé la fois passée, donc les enjeux, disons, géopolitiques et même économiques qui se passent actuellement entre la Chine et les États-Unis. Donc, depuis quelques semaines, donc il y a DeepSeek de la Chine qui est venu et qui a bouleversé en réalité, que ce soit d'une manière technologique, technique, disons scientifique même, parce que c'est comme un changement de paradigme un tout petit peu, mais aussi qui est entré dans la danse en ouvrant, facilitant l'accès à l'intelligence artificielle, notamment des LLM. Vous voulez parler de ce duel noté entre DeepSeek aujourd'hui de la Chine et ChatGPT. Exactement. So, ça a donné un certain engouement quand même sur les réseaux sociaux et ça a montré, pour moi, ça a montré qu'en réalité, les gens sont beaucoup plus intéressés par l'intelligence artificielle. Donc au-delà, au début, c'était juste un terme buzz, donc qui donnait idée à certaines conspirations pour certains, parce que beaucoup pensent que c'était les films de science-fiction de Robocop. Mais avec donc les interprétations récentes que les gens en ont faites, donc on se rend compte que les gens de plus en plus commencent à utiliser l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, que ce soit ChatGPT dont vous avez parlé tout à l'heure, ou bien même DeepSeek de la Chine, est-ce que chacune également de ces intelligences, tout comme l'intelligence humaine, ne comporte pas des limites? Je m'explique. Pour ce qui est aujourd'hui de DeepSeek, sur certaines questions qui touchent par exemple à l'intégrité territoriale de la Chine ou à la souveraineté de la Chine, l'application ou bien l'intelligence aujourd'hui ne vous apporte pas des réponses, ou bien vous fait clairement comprendre aujourd'hui qu'elle n'est pas en mesure d'apporter des réponses relativement à cette question-là. Moi, je vois l'autre revers. L'autre revers, en réalité, ça montre que cette intelligence-là appartient à la Chine. On va y revenir lorsqu'on va parler de l'Afrique. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'ils ont au moins contextualisé leur IA en fonction de leur vision du monde et en fonction de leur réalité historique et politique. Au moins ça,
nous, en tant qu'Africains, ça doit nous apprendre à ce que ne pas juste voir le revers géopolitique, mais en tant qu'Africains, donc, normalement, si demain, nous parvenons à avoir des IA concurrentiels qui nous sont propres, par exemple, on aurait une lecture plus africaine de nos réalités ou de notre histoire. Et par rapport à ce point soulevé par Pape Gérard, est-ce qu'aujourd'hui, donc, les pays africains devraient aller vers ça, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui reflètent mieux les réalités africaines et les paradigmes africains? Je dirais bien sûr, hein, parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, on parle de nouvelle révolution. Et cette révolution, on a dit, elle sera révolution numérique. Et nous savons que l'Afrique a raté tellement de révolutions. Et cette fois-ci, là, c'est le moment vraiment de le saisir et d'aller à fond, en fait, pour ne pas rater cette révolution-là. Et par rapport aujourd'hui à ces révolutions que certains de nos pays ont eu à rater aujourd'hui, comment est-ce que le continent africain pourrait... D'abord, pensez-vous aujourd'hui que le continent africain exploite les pleins potentiels de l'IA, de l'intelligence artificielle? Bon, je ne dirais pas exploite ses pleins potentiels parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui restent en fait. Donc, il faut avoir l'infrastructure, il faut même qu'on puisse gérer nos données en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on veut exploiter l'intelligence artificielle, avoir un modèle qui nous appartient, il faut d'abord avoir toute cette infrastructure derrière qui va permettre de traiter les données africaines et qu'on sache que nos données nous appartiennent à nous et permettre à l'IA d'apprendre et de grandir en se disant qu'il est africain. Parce que comme il a dit tout à l'heure, le DeepSeek, quand on parle avec lui, il se dit je suis chinois. ChatGPT se dit je suis américain et je vais apprendre les autres. Donc créer aussi une IA, j'ai même utilisé une IA africaine. Parce que je sais si un pays Afrique veut seulement y aller seul, ça risque d'être difficile. Donc il faut une stratégie continentale où tous les Africains vont se réunir et faire une IA qui va être typiquement africaine pour pouvoir vraiment... Et nous reviendrons tout à l'heure d'ailleurs sur cette nécessité-là d'aller vers des solutions continentales plutôt que des solutions inter-États ou bien entre États seulement. Et sur le continent africain également, nous faisons face à un niveau relativement bas aujourd'hui de l'accès à Internet ainsi que même à la question des données que vous avez soulevées tout à l'heure, autant de données à traiter. Et comment aujourd'hui ces limites qui entravent, comment relever aujourd'hui le défi de ces limites qui entravent le développement du plein potentiel de l'IA? Il faut d'abord faire confiance au talent local. Hein. Donc il faut financer et faire développer des gens pour qu'ils puissent créer des startups, créer aussi beaucoup de technologies qui vont permettre vraiment de pouvoir créer cet écosystème numérique en Afrique. Et après cela, on va répliquer un modèle pour chaque pays d'Afrique. Et l'Afrique va soutenir ensemble tous ces pays qui vont aller d'elle-même. Et ainsi, on pourra créer un vrai écosystème numérique. Et cet écosystème numérique va venir concurrencer les autres écosystèmes à travers le monde. Donc, et par rapport à la création de cet écosystème numérique, Pape, d'ailleurs, vous avez développé en tout cas un mémoire là-dessus, un mémoire de master sur ces questions-là. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le choix de travailler sur ces questions relatives à l'intelligence artificielle? Alors, je pense que ça tombe bien avec le thème qu'on va aborder, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour, disons, la gestion de nos politiques publiques. Donc, moi, personnellement, j'ai écrit sur l'automatisation du suivi et évaluation. C'est appliqué au projet humanitaire, mais globalement, je peux dire, dans la gestion de projet. Je pense fondamentalement, il l'a dit, hein, pour qu'on puisse avoir demain une IA qui peut impulser nos politiques publiques, pour moi, d'abord, il faudra que l'on ait une infrastructure à 360 degrés, une infrastructure globale. Avec cette infrastructure, c'est comme donc une autoroute, hein, donc les voitures vont passer. Donc les données vont passer par là. Et lorsqu'on aura les données, je l'ai dit, il faut qu'on ait déjà, qu'on puisse aller demain à dire on a notre big data. Au-delà de big data, peut-être un peu technique, on a nos données massives pour chaque secteur. C'est lorsqu'on aura ces données-là, on aura suffisamment d'aliments pour alimenter un modèle d'IA. Maintenant, pour les politiques publiques, moi je pense fondamentalement la première chose pour laquelle, je veux peut-être aborder les urgences pour l'Afrique. La première chose pour laquelle on va faire, donc ici je vais parler de l'IA, l'IA je la considère comme une fonctionnalité de l'informatique. Donc peut-être on va faire focus sur l'IA et en réalité, ça peut ne pas être notre urgence. Notre urgence, c'est d'avoir un écosystème numérique, c'est d'avoir des infrastructures digitales à chaque secteur d'activité. Maintenant, je donne un exemple. Par exemple, si demain, le premier point fondamental qui peut nous être utile dans la gestion du service administratif, pour moi, c'est que le citoyen puisse avoir accès à toutes les informations qui concernent les démarches. Alors, il y avait des ébauches qui sont déjà faites. Ces ébauches-là, par exemple, vous avez le site Sénégal Service.
et qui a même ouvert des locaux au niveau national. Décentralisé dans pas mal de localités. Il a fait un mapping géographique. Je le trouve même jusqu'à Kédougou. Donc, ça montre qu'il y a cette volonté-là. Maintenant, imaginons peut-être demain, tout simplement, la personne veut poser une question. Au lieu d'aller sur le site web, il ne connaît pas l'existence du site web, il ne connaît pas l'existence de ce lieu de Sénégal Service, il sait que sur WhatsApp, il peut facilement poser une question. Peut-être il y a let's say, une chaîne WhatsApp qui s'appelle Sénégal Service. Il va là-bas, il pose juste une question comme parlant avec quelqu'un. Alors, où est-ce que je peux trouver tel et tel service? Pour avoir tel et tel papier, qu'est-ce que j'ai besoin? Et là, facilement, il a les informations. Et ensuite, si on y va avec du One App, peut-être après, il pourra, peut-être s'il faut payer, enregistrer des documents, il pourra le faire là-bas. Je donne l'exemple de l'IA qui a été développé récemment au Sénégal parce qu'il faut qu'on sache qu'au moins, il y a des avancées dans l'écosystème. Il y a Galsen AI qui a sorti, c'est la communauté sénégalaise de l'intelligence artificielle, ils ont sorti un modèle d'IA qui parle Wolof en réalité. Donc, si on utilise cette IA-là, ou bien AWA qui a été développé par Andakia. Donc, si on utilise par exemple AWA sur WhatsApp pour qu'ils puissent interagir avec les citoyens et leur donner ces informations-là et leur faciliter les procédures, je pense qu'on aurait fait peut-être un premier pas. Après, peut-être, on va revenir sur deux autres points qui seront essentiels dans la gestion. Ces IA-là dont vous parlez pourraient aussi faciliter également l'engrangement des données concernant en tout cas les populations sénégalaises qui utilisent ces intelligences-là. Exactement. Il y a l'autre revers. L'autre revers est que, par exemple, s'il y a l'État ou un ministère qui veut en réalité, disons, voir l'avis des populations sur un phénomène donné, il peut peut-être leur poser la question parce que les personnes, les usagers, les citoyens lui posent des questions. Il sait déjà ce qui lui pose des questions. Demain, il peut leur poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez de telles réformes politiques que nous voulons faire? Est-ce que vous pensez que ça vous arrange? Et facilement, c'est ce qui peut... Que pensent les citoyens aujourd'hui de ces réformes-là que nous allons faire? Exactement. Donc, cela pose le problème de la sécurité des données et nous y reviendrons plus largement en seconde partie d'émission. Et Gérard, dans le rapport sur le développement humain 2025, exploiter les opportunités de la transformation numérique pour faire progresser le développement humain, la Banque africaine de développement a invité aujourd'hui les États africains à d'abord développer leurs infrastructures. C'est d'ailleurs ce que vous avez dit tout à l'heure, pour aujourd'hui pleinement tirer profit de l'intelligence artificielle. Selon vous, comment résorber aujourd'hui cette fracture numérique à laquelle fait face le continent? Bon, on peut s'inspirer du modèle, je pense, de la RGPD, donc, qui est devenu maintenant une référence. Donc, eux, aujourd'hui, ils ont su vraiment tenir en laisse les GAFAM, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils ont la technologie, ils ont cette puissance-là, eux, ils ne peuvent pas rivaliser, parce qu'aujourd'hui, Google, je pense, son budget est supérieur à certains pays, certains continents. Donc aujourd'hui, même si vous voulez aller en justice par rapport à eux, ça va être difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont être un régulateur. Quand ils voient que les données n'ont pas été gérées comme il faut, ils vont taxer. Voilà. Et ils ont imposé en fait à ces GAFAM-là, ok, nos données nous appartiennent à nous. Si vous voulez les traiter, vous allez les traiter sur notre sol. Et nous allons mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de voir si ces données-là vont transiter ou pas. On peut refaire le même modèle ici en Afrique en disant à ces GAFAM-là, ok, on ne peut pas vous interdire vos technologies, mais mettez l'infrastructure qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, notre population vous donne les données. Et ces données-là sont les moteurs qui vous permettent de pouvoir avancer. Et comme ça, on pourra les surveiller si les données sont... Mais pour aller vers cela, Gérard, aujourd'hui, il faudrait que ce soit à un niveau peut-être régional ou bien même continental, puisque vous l'avez rappelé, les États à eux seuls aujourd'hui ne peuvent pas concurrencer ces GAFAM. Il faudrait des lois peut-être régionales, voire même au niveau de l'Union africaine, pour arriver à contraindre aujourd'hui ces GAFAM-là. C'est ça, parce que la RGPD aujourd'hui, on sait qu'elle est une réglementation européenne, donc c'est les pays c'est la réglementation de l'Union européenne votée en 2016 et entrée en vigueur en 2018. C'est ça. Donc il faut une stratégie africaine qui pourra vraiment lutter contre ces GAFAM-là. Et on reste avec l'Afrique. D'ailleurs, l'Union africaine s'est dotée depuis 2024 d'une stratégie continentale de l'intelligence artificielle. Le but est de mettre l'IA au service du développement et de la prospérité de l'Afrique. Mais quelles opportunités aujourd'hui l'IA pourrait apporter à ces pays africains, surtout en termes de développement et de croissance économique? Très bonne question. Moi, je pense que j'avais même écrit un article sur ça. En fait, nous, le danger avec les IA importés, c'est que les IA importés ne comprennent pas vraiment les enjeux africains. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les enjeux africains?
Il y a beaucoup de pays qui sont affamés. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont un manque sanitaire, etc. Donc aujourd'hui, on doit avoir des IA qui vont réfléchir comment développer l'économie de l'Afrique. Qu'est-ce qui met frein pour que l'Afrique ne peut pas vraiment se développer d'elle-même? Une IA qui va réfléchir sur ça. Sur le domaine de santé, comment vraiment anticiper, comment enlever certaines formes de maladies de telle sorte qu'aujourd'hui en Afrique, on ne va plus les voir comme en Europe. Sur le domaine agriculture, chaque saison, qu'est-ce qu'on doit mettre sur place pour qu'on puisse vraiment avoir des récoltes qu'il faut pour pouvoir lutter contre la famine. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est décrite comme un continent qui est pauvre et un continent qui a faim. Et aujourd'hui, si on tente de lutter contre cela, c'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de dettes économiques. Parce qu'on nous voit comme un continent qui est pauvre et qui est affamé. Donc aujourd'hui, on doit réfléchir sur cela. Comment réussir à pouvoir enlever cela? Et l'IA peut être vraiment une opportunité pour qu'on puisse vraiment travailler sur ça et anticiper les choses. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait dans tous les domaines, l'IA vous permet en fait d'anticiper, de prévoir. Donc de dire d'ici 2000, voici mes points et si je fais des simulations et ainsi de suite, je pourrais atteindre. Parce que n'oublions pas durant le Covid, qui a aidé à pouvoir anticiper des tests de vaccins jusqu'à... C'est l'IA. Et c'est là que l'IA a commencé même à plus montrer son intérêt. Donc l'IA peut aider l'Afrique vraiment à anticiper, à voir nos problèmes et voir comment travailler et durant combien d'années on peut vraiment résorber la chose. Et sinon, faire de l'IA une opportunité. Pape, tout à l'heure, vous aviez donné l'exemple de Awa aujourd'hui, développé par des Sénégalais. Exemple également de Galsen AI, qui ont développé aussi une intelligence qui parle Wolof. Aujourd'hui, est-ce que la multiplication aujourd'hui d'initiatives pareilles ne pourrait pas contribuer ou bien aller vers constituer en tout cas une solution par rapport à ce que Gérard a dit tout à l'heure, le fait d'avoir plusieurs IA qui mettent mieux et qui comprennent mieux les enjeux du continent, puisque aujourd'hui les IA importés ne comprennent pas forcément les réalités et enjeux que vivent ces pays-là. Exactement. So, pour ces IA-là, je pense que même nous sommes au premier level de ce qu'on peut faire avec l'Afrique. Pour moi, ça, c'est les BABA en réalité. Parce que, par exemple, il y a les prédictions qui nous disent que l'IA va participer à 15 700 milliards de dollars dans l'économie mondiale en 2030. Et ça va participer pour le continent africain à 1200 milliards de dollars en 2030 dans l'économie africaine. So, quel que soit le cas, on aura une impulsion économique. Comme j'ai dit, on peut ne pas forcément faire focus carrément sur l'IA, mais on va se dire, si chaque secteur d'activité ou chaque ministère ou chaque pays africain dans chaque secteur d'activité, l'énergie, l'agriculture et la santé, se disent, OK, comment je peux impulser, optimiser ce secteur-là avec la technologie? Ça, c'est le premier stade. Et au deuxième stade, on va se dire comment l'IA va plus impulser l'apport de la technologie dans tel secteur. Prenons l'exemple de Awa qu'on avait dit tout à l'heure. Là, je suis plus dans les services. Alors, disons qu'il y a le ministère des Finances. Actuellement, on parle de rationalisation des dépenses publiques. Il y a des aides actuellement internationales qui ont été arrêtées, suspendues. Alors, et nous allons peut-être dans un monde géopolitique où la souveraineté à laquelle les pays africains aspirent, ça doit être une réalité, sinon on va connaître plusieurs crises. Alors, le ministère des Finances pourra se dire, je vais essayer de rationaliser les dépenses publiques. C'est simple. Au-delà de l'IA, les mathématiques globalement, les prévisions que nous faisons, on peut aller plus loin. Et là, l'IA va nous permettre d'optimiser nos dépenses. Un exemple. Alors, on va se dire, depuis un an, il y a un nouveau gouvernement qui est là. Il a fait l'état des lieux. Ce que je vais faire, c'est que toutes les dépenses que j'ai faites pendant cette année-là, je fais des efforts de rationalisation. Là, je vais utiliser le machine learning, tout simple. C'est des modèles très simples pour pouvoir donc faire des simulations. Alors, pour tel et tel ministère, si par exemple telle et telle activité, si je le diminue, quel scénario je vais avoir? Combien je vais rationaliser sur ma dépense? Et là, tu crées un modèle d'IA qui va te permettre, en quelques clics, de prendre des décisions sur comment rationaliser tes dépenses. Et quand on parle de rationalisation, ça va te permettre alors d'avoir plus de income. Et cet argent-là, tu l'investis dans un secteur plus impactant. Un autre exemple, on se dit qu'on lutte contre la corruption.
Alors, je pense que même dans la gestion des marchés publics, de plus en plus, on le fait toujours avec la méthode traditionnelle. Peut-être demain, avec tous les documents de corruption que les gens ont emmagasinés, on le met dans une IA. Et facilement dans un ministère, s'il a un nouveau document qu'il ne comprend pas ou bien qui demande des gymnastiques logico-mathématiques un peu compliquées, il se fait assister par l'ordinateur et l'ordinateur va lui dire, par exemple, ces documents qui ont été présentés ou ce marché-là, risque d'avoir donc tel pourcentage de corruption. Et là, tu augmentes tes investigations et tu prends des décisions en fonction. Ça, c'est juste un exemple sur comment, sur l'aspect de rationalisation des dépenses publiques. Ce qui, comme vous l'avez dit, pourrait permettre de rationaliser et d'être beaucoup plus efficace aujourd'hui dans la gestion des affaires publiques. Et vous concernant, Gérard, comment aujourd'hui cette IA-là pourrait davantage contribuer à plus d'efficacité? Pour la petite histoire, j'ai fait une formation en IA. Et il y avait une phrase qui m'a beaucoup marqué. On a dit que l'IA peut nous aider dans beaucoup de choses. Il faut d'abord avoir des experts dans leur domaine qui vont prendre l'IA, comme je dis, des IA Made in Sénégal ou Made in Afrique, et qui vont réfléchir sur vraiment beaucoup de concepts pour pouvoir nous aider vraiment à pouvoir régler certains problèmes. Mais avant tout cela aussi, il faut préparer la donnée. Il faut qu'on ait beaucoup de quantité de données qui va permettre à l'IA de pouvoir apprendre. Et ça rejoint encore notre analyse, à savoir il faut de l'infrastructure. Des infrastructures, créer de la donnée, mettre de cette donnée-là et après donner une intelligence pour qu'ils puissent apprendre, savoir le comportement des Africains, comment on réagit par rapport à certaines choses. Et ensuite, là, on pourra intégrer par rapport à nos demandes. Et créer beaucoup de données, mettre en place également des infrastructures pour la conservation de ces données. Et ces données également nécessitent une certaine protection, surtout pour ce qui est de la protection des données personnelles. Et ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Gérard, vous qui êtes spécialiste en cybersécurité, qu'en est-il réellement aujourd'hui de la cybersécurité, des données d'abord, et comment protéger aujourd'hui ces données personnelles-là? Ok, donc merci beaucoup pour cette question, mais permettez-moi de ajouter quelque chose à votre définition tout à l'heure sur les données personnelles. Il faut savoir qu'il y a les données personnelles comme vous l'avez défini, mais il y a ce qu'on appelle aussi les données personnelles dites sensibles. Donc au-delà d'identifier une personne qui est identifiable, il y a aussi l'aspect, par exemple, religion, ses trucs politiques, et son appartenance sexuelle, etc. Donc ça, c'est des données dites sensibles. Et ce sont ces données-là qui sont encore beaucoup plus à protéger à un certain niveau, parce que parfois on peut être dans une situation où par exemple on persécute des gens suivant leur appartenance religieuse, politique, ethnie, etc. Et si on divulgue ces données-là, la personne peut être menacée. Donc c'était ça que je voulais ajouter. Aujourd'hui, l'Afrique est en un état très critique, à savoir que nos données sont éparpillées à travers le monde. Exemple, aujourd'hui, Gmail est utilisé par tout le monde. Aujourd'hui, chaque Africain presque utilise Gmail parce qu'il est gratuit. Mais aujourd'hui, on s'est posé la question où va nos données. Une fois, j'ai essayé de faire, bon, c'est des trucs purement techniques, le trace route, pour pouvoir savoir comment cheminer nos données. J'ai vu que ça passait par Casablanca, etc., vers Texas, aux États-Unis, à un serveur à des milliers de kilomètres. Donc, imaginez aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces données-là, nos données sont stockées à des milliers de kilomètres. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'États, et on a vu même des gouvernements qui utilisent Gmail. Et ça a été vraiment un problème pour nous, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui travaille sur un problème de sécurité. C'est ça. Et certains d'ailleurs disent que sur Internet, quand c'est gratuit, souvent c'est parce que vous êtes le produit. Il fallait réfléchir sur comment vraiment réussir à maintenir nos données et à répartir ces données-là. Et tout à l'heure, je pense qu'on avait un peu parlé de ça. Maintenant, je vais revenir en profondeur. Il faut d'abord mettre l'infrastructure. Donc, d'abord, que les États puissent vraiment s'entraider et mettre en place des infrastructures, peut-être régionales. Et après, on va faire des infrastructures nationales, peut-être continentales. Et après, demander à ces GAFAM-là, comme j'ai dit tout à l'heure avec les RGPD, vous voulez utiliser nos données nous appartiennent. Si vous voulez les utiliser, il faudra créer des infrastructures ici qu'on puisse travailler ensemble. Et Pape, dans un monde hyper connecté où les gens utilisent de plus en plus aujourd'hui les outils numériques, les réseaux sociaux plus particulièrement, est-ce réellement possible aujourd'hui de protéger ces données personnelles? Alors, ça va être compliqué, par exemple, surtout en Afrique. Alors que vous l'avez dit tout à l'heure, on a des leviers communautaires, des leviers traditionnels, même religieux, qui pourront peut-être nous permettre d'utiliser notre conscience pour dire ok, je ne vais pas divulguer
aussi facilement les données de quelqu'un, par exemple Soutouré ou autre quoi. Ouais. Alors, moi je veux faire la transition entre cybersécurité et IA. Lui, il a écrit un mémoire sur ça. De plus en plus, je pense qu'il est temps que l'on ait une législation de l'utilisation de l'IA pour la protection des données personnelles spécifiquement. De plus en plus, on voit avec certains outils d'IA, les gens vont utiliser 2 photos de quelqu'un et faire comme s'ils se battaient. Actuellement, c'est humoristique. Les gens en rient, mais en réalité, on utilise l'image. De deepfake. Exactement. On utilise l'image de quelqu'un pour créer un deepfake. Alors, tout le monde n'a pas cette culture numérique de pouvoir faire le discernement entre une IA qui est vraie ou qui n'est pas vraie. Donc facilement. Et je pense que Pape, ce que vous dites également, certains États ont déjà pris les devants. Je vous donne un exemple. Depuis 2016 aujourd'hui, avec les modifications observées dans le code pénal et le code de procédure pénale, ces dispositions avaient été intégrées. Pas directement en parlant d'IA, mais aujourd'hui, l'altération d'une image, d'une vidéo et autres aujourd'hui d'une personne peuvent constituer des délits ou bien même des crimes aujourd'hui, selon le degré aujourd'hui de l'infraction qui a été commise. Donc, dans un pays comme le Sénégal aujourd'hui, le code pénal et le code de procédure pénale aussi prévoient des sanctions par rapport à de telles violations électroniques. Exactement. Je pense que, comme on dit souvent, chez nous, tous les textes existe quoi. On a toutes les bonnes dispositions, mais pour l'application, je vais donner juste peut-être une solution. Allez-y. Alors, il y a quelqu'un qui nous a créé un deepfake. Peut-être le gars n'a pas acheté le logiciel. D'autres, la plupart ne l'achètent pas. Si tu sais, par exemple, au moins c'est quel outil il a utilisé, tu le signales au gars qui est l'entreprise qui a créé cette IA-là, et lui, il le bloque tout simplement. Ou bien, vous faites des poursuites judiciaires. Parce que de plus en plus, c'est le fait qu'on n'ait pas appliqué en réalité la politique de protection des données personnelles qu'avec l'IA, on risque d'arriver d'ici quelques mois à des dérives exceptionnelles. Par exemple, prendre l'image de quelqu'un et créer tout un scénario et dire que cette personne se bat avec l'autre, ou bien cette personne, Et cela est de plus en plus fréquent, pour confirmer vos dires. Récemment, un professeur sénégalais en a été victime, en l'occurrence le docteur Abdoulaye Bousso, en a été victime avec un deepfake aujourd'hui, qui parlait du docteur Abdoulaye Bousso, qui selon ce deepfake-là, cette vidéo montée, se battait avec des gens de l'industrie pharmaceutique qui voulaient bloquer son produit, alors que toute l'histoire a été montée de toutes pièces grâce à des intelligences artificielles. Alors peut-être Gérard va revenir beaucoup plus sur comment les gens le font, parce qu'au-delà des questions cybersécuritaires qui sont un peu plus techniques, il y a des questions qui sont sociales. De plus en plus, je vois des IA que les gens utilisent. Ils utilisent des publicités sur Facebook. Il y a une petite vidéo qui dit que c'est Sadio Mané qui les appelle, par exemple, à... Exactement. Vous voyez. Donc lui, il va revenir un tout petit peu sur cet aspect cybersécuritaire social, mais on voit de plus en plus que l'IA est en train de pousser un tout petit peu je ne dirais pas les limites, mais un peu les possibilités. Par rapport à ces questions soulevées aujourd'hui par Pape, à savoir les deepfakes et toutes sortes de manipulations et l'usage même des données personnelles des gens détournées à d'autres fins, quel risque aujourd'hui par rapport même à la préservation de ces données personnelles et à leur sécurité? Ok, donc avant même de parler de ces risques-là, je vais revenir sur quelque chose que Pape a dit qui est très intéressant. En fait, on a des lois, mais comment les appliquer? Je pense que j'avais écrit même sur le rôle de la CDP, Commission de protection des données personnelles. Donc il faut savoir, depuis 2008, le Sénégal s'est doté d'une loi sur la cybercriminalité et d'une loi sur la protection des données personnelles. Et cette loi a donné naissance à la Commission de protection des données personnelles, la CDP. Mais je me suis dit que la CDP est seulement une commission. La CDP, pour qu'elle puisse faire vraiment son travail, elle doit devenir une autorité nationale de protection des données personnelles. De telle sorte qu'elle aura plein d'autorité, même de dire, peut-être par exemple aux membres du gouvernement, attention, vous êtes en train de... parce qu'aujourd'hui, donnons l'exemple simple, durant les élections, le parrainage, la CDP n'a pas eu son mot pour vraiment être un régulateur par rapport à ces données de parrainage qu'on faisait. Parce qu'elle n'est pas une autorité. Donc, si elle devient une autorité, elle va dépendre directement soit du Premier ministre ou du président direct. Donc eux, ils n'auront même pas, soit il sera sous tutelle du ministre de l'économie numérique ou autre. Il va avoir directement son interlocuteur, ce soit le Premier ministre ou le chef de l'État. Et donc là, il pourra prendre des prérogatives par rapport à tout ce qui est véritablement protection des données personnelles.
Et voilà. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est le fait que ce soit une commission, que du fait que ce soit une commission, la CDP ne dispose pas de véritable pouvoir coercitif aujourd'hui en cas de violation des données personnelles et des concitoyens. Si l'on en revient à la question aujourd'hui, par rapport au risque également, et ce qu'a dit tout à l'heure, pas pour ce qui est aujourd'hui des deepfakes et de l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle-là, et tout ce que ça engendre également comme données de personnes qui sont détournées à d'autres fins. Ok, donc il y a plusieurs risques actuellement. Donc déjà pour les deepfakes, on dit qu'il y a un réel problème pour pouvoir prouver si la personne c'est elle ou pas. Parce qu'aujourd'hui, si un deepfake est bien réalisé, donc ils ont dit par exemple pour pouvoir que la personne puisse vraiment se justifier et dire que c'est pas elle, soit il faut avoir des preuves. Dire que peut-être Gérard était là sur le plateau en train vraiment de faire et que la vidéo qui a été faite n'est pas celle de Gérard. Donc en plus de cela, aujourd'hui, vous voyez que des gens qui prennent des papiers administratifs et de le mettre dans le deepfake, ou non, pas dans le DeepSeek ou dans le chat GPT, pour demander à l'IA d'analyser ces documents-là et de les produire quelque chose qui appartiennent à une entité, ça veut dire notre entreprise ou autre chose, pour que l'IA puisse lui donner des réponses. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de développer ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Beaucoup de gens aujourd'hui, surtout même la nouvelle génération, n'aiment plus réfléchir, n'aiment plus vraiment donner des choses par rapport d'eux-mêmes. Donc tout, c'est l'IA. Moi, aujourd'hui, en tant que formateur, j'ai eu ces problèmes-là, parce qu'aujourd'hui, je pars en fait dans des soutenances en étant parmi les membres du jury, mais on s'étonne que parfois vous recevez des mémoires qui ont été écrits totalement par l'IA. Vous posez la question parfois à l'étudiant, lui-même ne sait même pas ce qu'il a écrit. Une phrase où tu sens réellement c'est pas l'étudiant en fait. Et vous lui posez la question, il vous regarde comme ça parce qu'il sait que c'est pas lui en fait. Et ça c'est devenu problématique. En Europe, c'est devenu encore beaucoup plus problématique. Ils ont même développé maintenant des solutions qui permettent de détecter des traces d'IA dans les rapports et ce qu'il faut. Donc les paresses, et ici en Afrique, les écoles ne le font pas. Donc les gens écrivent, donc soit par exemple nous par chance on tombe sur certaines choses qui nous paraissent bizarres et après on dit non ça c'est de l'IA. Mais on n'a presque aucun moyen actuellement qui permet en fait qu'on puisse détecter est-ce que à moins qu'on prend notre propre argent, qu'on achète un espace où par exemple si on reçoit ces documents, on le met, analyse, on nous dit par exemple ça a été fait avec 50% d'IA et il nous montre les parties. Donc ça aujourd'hui il faut qu'on puisse vraiment sensibiliser par rapport à ça. Et que je pense que la dernière fois on avait fait vraiment un webinaire qui était très intéressant. Et il y avait une phrase que quelqu'un a dit et ça m'a beaucoup touché. Il faut qu'on voit l'aspect éthique de l'IA en fait. Et pour cela, il faut déjà des lois allègrement. On a une stratégie sur l'IA. Mais aujourd'hui, il faut aussi une loi et une réglementation par rapport à l'utilisation de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, et il faut aussi faire doucement par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, la loi sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, au temps où on le rédigeait, c'était en 2008, on n'avait pas ce qu'on appelait des cyberjuristes. Là, actuellement, le Sénégal s'est doté de beaucoup de cyberjuristes parce qu'il y a l'université de Thiès qui forme des gens sur cela. Maintenant, il faut qu'on révise cette loi parce qu'elle est de 2008. Et actuellement, on est en 2025, peut-être 14 ans ou je ne sais pas, 13 ans de... beaucoup de mises à jour à donc faire vraiment, il faut... Ouais, c'est ça. Et quels sont selon vous également les grands principes aujourd'hui des règles de protection des données personnelles? Okay, donc, c'est-à-dire les bonnes pratiques aujourd'hui à adopter pour protéger ces données. Ok, donc il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, on dit d'abord qu'il faut l'éducation numérique. En Afrique, on n'a pas cette éducation numérique-là. Dès le bas âge, on doit apprendre vraiment aux jeunes c'est quoi le numérique, c'est quoi Internet, c'est quoi aller sur Internet, qu'est-ce qu'il faut partager sur Internet. Parce que beaucoup de gens pensent que sur Internet, ce que je ne vais pas faire sur la vraie vie, je peux le faire sur Internet. Alors que Internet est plus devenu comme je pensais, comme si aller, y avait un de mes profs qui me disait que aller sur Internet c'est comme aller à Sandaga et même pire même et faire quelque chose et que tous les gens sont au courant. Parce qu'aujourd'hui Internet a aucun grille en fait. Si vous pensez que c'est caché, etc., c'est caché peut-être par rapport à vous et par rapport à certaines personnes. Mais si une personne... se connecte, on laisse des traces. On laisse des traces. Il peut avoir vos données et l'utiliser contre vous. Et vous n'avez aucun moyen de dire non, ces données m'appartiennent parce que vous n'avez pas payé par rapport à vos données. Gérard, vous qui êtes ingénieur en cybersécurité, est-ce facile aujourd'hui d'éviter cela? Par exemple, si vous voulez télécharger certaines applications, certains logiciels et tout, il y a toujours aujourd'hui accepter les conditions. Pour certaines applications ou bien certains sites, c'est obligatoire. Si vous n'acceptez pas les conditions, aujourd'hui, vous n'avez pas accès à cela. Est-ce aujourd'hui facile dans ces conditions-là également de ne pas exposer ces données?
C'est comme vous le dites, hein, c'est pas facile parce qu'en fait, parfois même, ils vous l'imposent. Il y a des sites, quand vous décochez, vous dites non, vous ne pouvez plus naviguer en fait. Donc là, ils vous disent soit vous acceptez, soit vous continuez. Maintenant, comme on le dit, vous pouvez utiliser le mode privé qui vous permet de ne pas garder des traces en ligne. Vous pouvez utiliser un VPN, donc vous pouvez utiliser vraiment certains modes de protection. Mais nous, par rapport à notre partie technique, nous les techniciens, peut-être on a la chance d'aller dans le dark web. On utilise des VPN, on utilise vraiment des données ouvertes qui nous permettent vraiment de faire. Mais ça, la majeure partie des gens n'ont pas cette chance-là. Et donc pour le faire, moi, ce que j'aime toujours dire et sensibiliser, c'est de dire aux gens, mettez le peu sur Internet. Donc si vous voulez vous valoriser, vous pouvez vous valoriser. Donc suivant ce que vous faites. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire tout ce qui est dans votre vie et le mettre sur Internet, ça risque d'être problématique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le profilage web. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je pense que ça va rejoindre ce que nous voulons dire. Aujourd'hui, si l'Afrique veut vraiment s'en sortir, il faudra qu'on crée notre propre infrastructure et qu'on fasse des profilages. Et ça va nous permettre de pouvoir anticiper. Qu'est-ce que la population aura besoin d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Et travailler sur ça avant qu'on arrive sur 5 ans, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les GAFAM font. C'est pourquoi, vous avez vu aujourd'hui, il y a des mises à jour de Facebook, de WhatsApp, etc. Et les gens sont toujours collés à ça parce que ils anticipent sur les besoins futurs des gens. Et c'est là la problématique parce qu'ils vont nous pousser à mettre beaucoup plus de données. Aujourd'hui, les gens parlent de relations à distance. Et ça, c'est un danger. Aujourd'hui, beaucoup de familles ont été brisées parce que quelqu'un va envoyer un audio te disant ne dis rien du tout, la personne transfère l'audio. Il y a eu tellement de problèmes ici en Afrique que, surtout au Sénégal, que les gens, aujourd'hui, tu parles à une personne, ils t'enregistrent ou bien ils transfèrent tes données ou bien le mettent dans un groupe familial où les gens vont tous recevoir la chose. Des gens qui se sont trompés, qui ont mis certaines photos ou certaines choses dans le groupe familial sans s'en rendre compte et que tout le monde est au courant de ça. Et il y a beaucoup de choses derrière aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, cette partie sociale-là aujourd'hui. Et pour le faire, il faut aujourd'hui qu'on puisse redescendre, faire de l'éducation numérique. Tant qu'il n'y a pas l'éducation numérique. L'éducation numérique, mais également à côté, la législation pourrait aussi constituer une solution puisque aujourd'hui, en Europe par exemple, ils ont réussi à contraindre certains sites aujourd'hui à mettre également l'onglet continuer sans accepter également. Donc les populations ou bien ces citoyens ou usagers de l'Internet ne sont pas obligés d'accepter les conditions pour accéder à leur site Internet. Et à l'ère d'Internet également, Pape, comment ces États aujourd'hui peuvent assurer les données personnelles de leurs concitoyens? Ça, c'est le problème que l'on a tous, hein. C'est le pincement de cœur qu'on a pour l'Afrique. En réalité, lorsqu'il parlait tout à l'heure de données pour pouvoir prédire quelle société nous aurons demain, alors nous n'avons pas nos données en réalité. Je donne juste l'exemple pour parler on a parlé de réseau social. Ce terme vient un peu de la sociologie. On a les GAFAM, par exemple, je donne l'exemple de Facebook qui a toutes nos données. Tout ce que j'avais fait en commentaire avec des amis, donc tous les posts que j'ai fait, peut-être les messages que j'ai envoyés, il a tout. Alors je me posais la question à savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que si tu ne veux pas que quelque chose se sache, ne le mets pas sur les... Dis-le moi sur Internet. Moi je me suis dit que la prochaine fouille archéologique que l'on aura, ils le feront avec le digital. Peut-être ce sera nos matériaux qui sont gâchés, ils pourront peut-être avoir une technologie qui pourra les retrouver. Donc les gens vont... La prochaine génération va savoir un peu plus de nous. C'est un peu fictionnel, mais c'était pour dire que si on avait nos GAFAM qui sont purement africains ou un Facebook sénégalais, alors si on a un État qui est visionnaire et qui veut dire je veux voir par rapport à la langue Wolof ou aux langues locales, quel est l'usage de ma population ces 10 dernières années? Parce que tout le monde dit que les langues locales ont évolué par rapport au français. Si tu avais un Facebook sénégalais il y a 10 ans, là tu prends toutes ces données-là en respectant la législation. Par exemple, tu prends que les postes qui sont ouverts et là tu analyses la quantité de données que tu as en langue locale. Si par exemple on voulait créer après une IA qui reconnaît nos langues locales, mais ça est automatique parce que nous avons ces données-là. Certains pays africains l'ont tenté, hein. Il y avait un Malien, il y avait d'autres Africains également qui avaient développé des réseaux sociaux, mais cela n'a pas autant marché peut-être et n'a pas eu autant d'aura que les réseaux sociaux que nous connaissons. Est-ce qu'à côté donc la législation ou bien les législations communautaires également ne pourraient pas être une solution, à savoir contraindre ou bien inviter ces GAFAM-là à aujourd'hui les données collectées sur nos pays ou bien sur le continent ou dans l'espace sous-régional, que ce soit stocké dans l'espace géographique où ces données ont aujourd'hui été collectées. L'objectif, par exemple, il y a certains qui se limitent à ça, stocker ça dans l'espace géographique, mais en technologie, il n'y a pas d'espace.
Donc, il faut que ces données nous appartiennent à nous. Nous avons une population, par exemple, qui utilise... Il faut produire nous-mêmes les données. Par exemple, même si on ne détient pas l'infrastructure, on va leur demander que c'est nous qui allons gérer le data center qui gère nos données. Si vous avez besoin de ces données-là, parce que vous êtes là pour faire du profit sur nos populations. Si vous avez besoin de ces données-là, c'est à nous de vous donner des données qui sont anonymes. Et là, vous les utilisez pour votre business. Alors là, ce que je voulais dire tout à l'heure sur l'échec, par exemple, des tentatives de réseaux sociaux africains, là, l'objectif, ce n'est pas d'aller vers une langue forcément africaine. Hein. Je veux dire par là que s'il y a échec, parce qu'il y a des ingénieurs qui avaient tenté au début de Facebook de créer des réseaux sociaux qui ressemblaient un peu à Facebook, mais qu'on pouvait utiliser. Pourquoi ça n'a pas prospéré? Parce que tout simplement, on n'a pas un écosystème numérique qui favorise l'entrepreneuriat ou l'idée, par exemple, d'un jeune Sénégalais africain. Là, par exemple, lui, il a une idée, il a une solution. Peut-être si l'écosystème était dynamique, les États africains allaient porter cette personne-là. Et demain, peut-être, un seul réseau social, par exemple, qui a été créé au Nigeria ou au Sénégal, concurrencer les autres. Mais en réalité, depuis plus de... Facebook est venu, je pense, en 2006. Donc, depuis plusieurs dizaines d'années, mais on n'a pas encore impulsé l'écosystème pour avoir peut-être une start-up qui peut concurrencer. Et comme vous l'avez dit, c'est là l'écosystème entrepreneurial y est pour beaucoup. Et Gérard, l'une des premières réglementations sur la protection des données personnelles qui ont vu le jour plus tôt sur le continent africain, c'était au Cap-Vert en 2001, suivi aujourd'hui de la Tunisie, du Sénégal, du Maroc, du Bénin également. Comment aujourd'hui aller vers une harmonisation, nous le disons depuis tout à l'heure, une harmonisation des différents textes réglementaires et législatifs de ces pays-là pour aller aujourd'hui vers quelque chose de beaucoup plus solide, à l'image aujourd'hui du règlement général sur la protection des données de l'UE ou bien même du Digital Security Act, DSA également de l'Union européenne. Voilà, donc comme on l'a dit, Union européenne, donc Union africaine. Donc je pense que le Sénégal a ratifié sa loi sur la protection des données lors de la convention de Malabo en 2008. Donc il y avait beaucoup d'États africains qui étaient là-bas. Ça fait partie des rares pays africains également à avoir ratifié. Et voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, je pense que depuis lors, si on voit les dates, on parle de 2001, 2007, etc. Ça fait un bail. Donc aujourd'hui, il faudra que, je pense, refaire une convention africaine sur la protection des données personnelles, revoir en fait tout cela et mettre en place une stratégie africaine, non seulement de cybersécurité, mais de protection des données personnelles. Vous savez, la cybersécurité ne peut pas être dissociée de la protection des données personnelles. Et où se trouvent les données? C'est sur les ressources vraiment matérielles, etc. Et qui la produit? C'est nous en fait. Maintenant, aujourd'hui, nous on produit ces données-là. Maintenant, il faut qu'on puisse vraiment protéger l'utilisateur. Donc, il faut trois choses: le former, l'accompagner et le sensibiliser. De telle sorte qu'il pourra vraiment produire des données, mais des données sûres qui vont lui permettre de pouvoir faire son e-réputation. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, quand on part sur le profil en ligne, aujourd'hui, quand ils vont déposer par rapport à une société, vous allez dire, mais est-ce que je vais le recruter? Parce qu'aujourd'hui, son profil en ligne, peut-être ne peut pas refléter ce qu'il fait, parce que je vois parfois des publications des gens qui disent ce que je fais en ligne, si en vérité je ne suis pas comme ça. Sachant qu'aujourd'hui, on sait qu'en ligne, comment est relié avec aujourd'hui vous, parce que tout ce que vous faites dans l'espace virtuel vous engage également. C'est ça. Votre personne et ce que vous faites également. On reste sur un point. J'aimerais bien qu'on aborde la question de la souveraineté numérique avant de finir. Aujourd'hui, beaucoup de nos États, à l'image même du Sénégal, tendent vers un New Deal technologique. Et dans le cadre de ce New Deal-là, s'allie aujourd'hui à des pays comme les États-Unis, des pays comme la Chine également, pour relever ce défi-là du New Deal technologique. Comment aujourd'hui nos États africains pourraient allier développement technologique tout en préservant également la sécurité numérique, à savoir surtout la question du cloud, à savoir la question de la protection de nos données, qui va héberger les données aujourd'hui de ces pays-là? Voilà, donc ça c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une fois un de mes mentors qui m'avait écrit et qui m'avait alerté, parce qu'en fait quand j'ai vu en fait tout ce que le New Deal utilisait, je me dis waouh, ça va être un bon projet. Et j'avais oublié cette question vraiment de sécurité et il m'a recadré en fait. Et après, automatiquement, j'ai produit un autre article en disant que la souveraineté numérique, réalité ou rêve. Pourquoi je dis? Et après, en conclusion, j'ai dit c'est pas un rêve, mais c'est pas encore une réalité en Afrique. Parce que pourquoi? Pour parler de souveraineté numérique, c'est d'abord, ça veut dire que nous, on produit nos données,
dans nos propres infrastructures que nous, on a créées et qui sont hébergées dans notre propre sol. C'est ça la souveraineté. Et aujourd'hui, on sait que l'Afrique, ces données ne sont pas là. Où sont nos données? Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple quand j'ai fait Traceroute. Nos données se sont retrouvées en Alaska ou au Texas par rapport à cela. Autant de défis à relever aujourd'hui. Vous l'avez dit, produire nos données, conserver dans nos propres infrastructures et tout ça protégé également par nous-mêmes. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Gérard Dacosta, ingénieur en cybersécurité, IT trainer et IT consultant. Merci encore d'avoir été avec nous. Beaucoup. En face de vous, nous avions eu M. Pape Fall. Vous êtes également spécialiste en intelligence artificielle et big data. Ça a été également un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Le plaisir est pour moi. Je voulais juste terminer en disant qu'on ne peut pas avoir une IA sans ne pas avoir une infrastructure et des données massives. Donc d'abord, parlons des données. Une infrastructure et des données massives. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.